Je crois qu'il faut bien comprendre la spécificité du processus de mondialisation actuel, contemporain. En effet, la mondialisation, que nous confondons trop souvent avec la globalisation économique, alors que la globalisation économique n'est qu'une partie de cette mondialisation, la mondialisation, selon moi, procède de l'urbanisation généralisée des sociétés. Toutes les sociétés du monde connaissent un processus d'urbanisation. C'est un processus qui se constate démographiquement, bien sûr, puisque la proportion d'urbains devient de plus en plus importante. Désormais, plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes, et en 2050, ça sera 70%. Nous serons 10 milliards d'humains, 7 milliards d'urbains. Mais au-delà de cela, l'urbanisation du monde, c'est le changement des genres de vie anciens, ceux qui existaient avant 1950, par un nouveau genre de vie qui est le genre de vie de l'urbain mondial connecté. Et je crois que c'est très important de reconnaître ça. Notre monde contemporain est très différent de ce qui existait auparavant. Avant 1950, on pourrait même dire que le monde n'existait pas. Cette urbanisation, considérée comme la modification d'un genre de vie, nous permet de comprendre que toutes les sociétés sont concernées par cela, mais tous les individus sont aussi concernés par cela. Chaque individu porte en lui, en quelque sorte, les valeurs de la mondialisation contemporaine. C'est pour ça que l'on peut dire que le monde qui se constitue est un espace social d'échelle planétaire, caractérisé par le fait qu'il est urbain. Alors ce monde, on l'a souvent présenté comme plat, lisse, uniformisé. Un auteur, Thomas Friedman, a même essayé de réfléchir dans un livre qui s'appelle The World is Flat, le monde est plat, à ce qu'il appelle les flatteners, les aplatisseurs de monde. Mode de production économique, développement des technologies de communication, développement des organisations des entreprises, développement d'une world culture, d'une culture mondiale uniforme. Et il en a déduit que le monde était plat. D'autres ont pensé le monde comme caractérisé par le fait qu'il était liquide. Zygmunt Bauman, un grand sociologue et philosophe, a parlé de la société liquide. D'autres, comme Paul Virilio, ont dit que le monde était marqué par l'absence désormais de l'importance de l'espace en raison de la télécommunication et de la vitesse. Je crois que toutes ces idées sont trop schématiques. Le monde, en fait, il est à la fois standardisé, mais aussi de plus en plus différencié. Il est de plus en plus liquide, marqué par les flux, mais aussi de plus en plus matériel. Il n'y a jamais eu autant d'objets matériels produits. Il n'y a jamais eu autant d'humains en circulation. Et il n'y a jamais eu autant d'ailleurs d'humains qui peuplaient la Terre. Le monde est de plus en plus marqué par la vitesse et par l'idée que l'espace et la distance n'ont plus d'importance. Et en même temps, il est de plus en plus marqué par le fait que nous voulons aussi retrouver nos lieux, retrouver nos espaces, retrouver nos places. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon approche des hyperlieux. J'ai essayé de conceptualiser ces hyperlieux comme des endroits où s'établissait le nouveau type de relation entre l'individu et le monde globalisé, entre l'individu souverain, puisque nous sommes dans des sociétés d'individus, et un monde de plus en plus urbanisé, tel que je viens d'essayer de le définir. Ces hyperlieux, quels sont-ils? Eh bien, ce sont évidemment ce que j'appelle les hyperlieux ubiquitaires, des centres commerciaux, des grandes places urbaines, des grands aéroports, des grandes gares, des grands centres de loisirs, des grands parcs d'attractions, mais ce sont plus globalement tous les espaces de rassemblement intense que nous essayons d'organiser. Par exemple, lorsqu'un festival se crée, comme ce fameux Burning Man dans le désert du Nevada, eh bien, pendant une dizaine de jours, un peu plus, il y a un rassemblement intense de centaines de milliers de personnes qui viennent se rassembler dans un lieu. Mais aussi, par exemple, comme lorsqu'on se rassemble sur la Puerta del Sol à Madrid en 2011, dans le cadre du mouvement des indignés, pour protester contre la crise économique et financière de 2008. Il y a un espace de rassemblement, ou comme Place de la République à Paris, lors de Nuits debout. Donc j'essaye dans ce livre de montrer que finalement nous vivons une période de regain d'importance des lieux, mais des lieux différents, des lieux du monde contemporain, ce que j'appelle des hyperlieux, c'est-à-dire des lieux où à la fois nous refaisons l'expérience de l'espace en commun avec des autres, et en même temps des lieux qui sont toujours connectés, parce que le monde urbain contemporain est un monde de connexion. La Chine, comme elle l'a montré lors du 19e congrès du mois de novembre 2017, semble être le seul pays capable de projeter une stratégie à horizon 2049. Personne dans les démocraties occidentales ne peut actuellement
prétendre, en étant compris, se projeter dans 30 ans. Ceci n'est pas un éloge du système autoritaire, mais ceci prouve que la Chine, en fait, est le grand bénéficiaire de la globalisation économique et financière et qu'elle entend maintenant structurer sa relation avec ses grands partenaires économiques et financiers. Elle entend également sortir de la politique de la retenue qui fut celle de Deng Xiaoping. Et donc aujourd'hui, le gouvernement chinois affiche deux slogans, celui de la moyenne prospérité à l'intérieur, celui de la projection Idai Ilu, une ceinture, une route, que nous avons traduit par route de la soie. C'est un terme qui n'est pas employé en Chine, mais qui se diffuse spontanément. Il s'agit d'une part de structurer les échanges à travers le continent eurasiatique par des fibres optiques, mais surtout par des transports ferroviaires. Il y a déjà maintenant une quinzaine de villes en Europe occidentale qui sont desservies par des convois venus de Chine, soit des compagnies allemandes, soit des compagnies chinoises. Le dernier convoi est arrivé à Lille la semaine dernière pour Decathlon, 40 conteneurs, 630 000 produits. Entre parenthèses, on ne fait plus fabriquer en France. Et surtout, pour Marseille, la stratégie maritime qui ressemble furieusement à une stratégie britannique de route des Indes à l'envers, c'est-à-dire une série de points d'appui avec, lorsque des ports ou des sections sont à vendre, des achats, comme au Pirée par Cosco en 2018. Fort heureusement, Marseille n'est pas à vendre, mais Marseille a la Chine comme deuxième partenaire. Il faut donc qu'à Marseille, on pense aujourd'hui à l'émergence la réémergence d'une activité portuaire en Europe du Sud, en tenant compte du nouveau contexte de la globalisation, dont l'un des centres de gravité est asiatique. C'est l'objet de ce colloque Connectivité dans ce magnifique endroit que j'admire à chaque fois que je viens, qui est le MUSEM. La Chine a inventé une traduction de la connectivité avec 3 idéogrammes qui associent le lien, la mutualité et le débouché. Sortir de, vaincre un obstacle, c'est toujours le yin et le yang. Hein. S'ouvrir et vaincre les obstacles, parce que les obstacles sont nombreux. Alibaba s'installe au Luxembourg et fait alliance avec Auchan. Les entreprises chinoises de télécom sont extrêmement actives. Ils s'intéressent maintenant à la finance, aux câbles sous-marins. Ils organisent, au moment même où se tient ce séminaire Connectivité au MUSEM, une grande réunion à Budapest, 16+1 pays d'Europe centrale, orientale, baltique et le Premier ministre chinois pour discuter d'infrastructures entre le Pirée et Budapest, des TGV, des transports de fret. Une négation de l'unité de l'Union européenne, c'est assez frappant. Donc il faut que les Européens se réveillent face à cette volonté chinoise de nouer des liens plus étroits avec une région du monde qui est évidemment beaucoup plus avancée en termes de niveau de vie et en termes technologiques. Donc il faut savoir traiter avec nos partenaires chinois sur un mode de lucidité et peut-être être capable de définir, de dresser, de dessiner des plans à aussi long terme pour l'Union européenne qu'ils sont capables de le faire à Pékin, c'est-à-dire disons 2050.